Parce que quand vous m'avez Kabouya invité parle là, de l'échec. oui, il est dit, mais je vais expliquer un peu. Quand vous m'appelez, vous savez que j'ai quand même une dimension technique, et au-delà des dimensions politiques, et je peux nuancer un certain nombre de choses. Oui, allez-y en une C'est minute, très simplement. simple. Donc, en une minute, je voudrais vous dire que l'Union sacrée, c'est une plateforme. Ce n'est pas un parti politique. Et la plateforme est composée de partis politiques. C'est une plateforme politique. Et l'option d'organiser une marche doit être l'option d'y discuter entre les différents partis politiques qui composent l'Union sacrée. Et c'est eux qui donnent un mouvement de mobilisation à l'air fidèle. Voilà. Alors, je ne sais pas. J'ai eu l'impression que c'est le secrétaire permanent. Or, généralement, le secrétaire permanent, il est permanent pour faire circuler l'information. En fait. N'allez pas en dehors des principes. Mais c'est lui qui dirige au quotidien la plateforme. Et diriger au quotidien ne veut pas dire qu'il est le chef de la plateforme. Les chefs de la plateforme, ce sont des partis politiques qui ont un poids politique et qui font partie véritablement de l'Union sacrée. Pourquoi alors il a ses méthodes et même son agenda? Chacun joue sa partition. Et donc, lorsqu'on est dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, et donc, même les graines pourries viennent germer. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Nous sommes exactement à moins de 10 jours avant l'année 2026, une année qui semble d'ores et déjà fort agitée au regard
de l'actualité des événements auxquels nous devons nous préparer pour 2026. J'en profite pour vous souhaiter, mesdames et messieurs chers internautes, mes voeux, le meilleur des santé, de longévité et surtout de fidélité. C'est important car on en a besoin. Comme disait Victor Hugo, les années passent et les années vieillissent notre amitié sans faire vieillir notre cœur. Et c'est ce dont on aura beaucoup plus besoin en 2026. Pour tous qui nous faites confiance, qui continuent à nous regarder et surtout à nous soutenir pendant cette période qui traverse à notre pays. Vous allez m'excuser, j'ai un chat dans la gorge, je souffert de l'angine et je crois que je suis en train de me rétablir et d'ici là, je vais revenir au mieux. Je vais travailler pour revenir au mieux de mes capacités vocales. Nous allons parler de thématiques cruciales pour l'avenir du Congo. On fera un grand angle sur la question de rébellion, la succession des rébellions pour être précis, la genèse, leurs causes et surtout leur extinction et même la renaissance parce que c'est cela l'actualité. Vous êtes sans ignorer que les M23 qui écument les richesses à foison dont disposent les pays dans l'est du pays et la version renaissance après être défait en 2013. Ça reste dans les annales de l'histoire. Et puis on parlera du système politique qu'il faille mettre sur pied. Il serait toujours intéressant de continuer à garder la démocratie ou nous adapter à un régime qui convienne à nos valeurs. Ce sera la grande question. Et puis, on part ramasser un peu l'actualité Kinshasa comme à République du Congo. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de retrouver sur ce plateau la bibliothèque du savoir. Pour paraphraser Amadou Ampateba qui disait en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Oui, ailleurs, on célèbre de grands noms de griots, mais pour nous, nous avons aussi le nôtre. Et il faudrait de temps en temps le mettre sous l'effet de projecteur. Norbert Yamba, je voulais vous appeler Ferdinand Cambéré. Soyez les bienvenus. Je les salue. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Comment la santé? Merci Gédéon pour l'invitation. Je pense que de temps en temps, nous avons quand même la responsabilité de mettre deux points de vue par rapport au processus de démocratisation de notre pays. Mm-hmm. Ma santé, ça va. Il y avait des petits soucis, mais maintenant, ça va. Ça va. Vraiment. En un mot, comment vous résumez l'année 2025? Comment l'année 2025 a-t-elle été pour vous? L'année 2025 a été pour nous une année d'observation. Vous savez que c'est depuis 2024 que nous n'avons pas de responsabilité sur le plan politique, mais ça nous a permis naturellement de construire une dynamique vers une observation. Et vous avez beaucoup appris? J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup tiré des leçons, mais ça m'a permis également de rédiger deux livres, l'un sur le fonctionnement des entités territoriales comme des provinces, compagnies, etc., avec toutes les crises récurrentes et l'arrêt du développement dans les provinces comme dans d'autres activités subalternes. Et ça m'a permis véritablement d'écrire un livre de 674 pages pour montrer la voie à suivre dans la recherche d'une autonomisation, d'une autodétermination, d'un autodéveloppement de notre pays. Et deuxième livre, c'est la récurrence de la sécurité, l'amplification des milieux criminogènes et l'insécurité à l'instar de ce qu'on a assisté en Haïti, etc., où il y a des gangs, Koulouna, compagnie, en train de s'aimer la terreur et la désolation. Ailleurs, on les appelle les hooligans. Tout à fait. Et ça m'a permis également de rédiger un livre
de 327 pages. Je crois que bientôt, je serai avec vous pour analyser. Donc, une année prolifique en termes de production littéraire. En termes de production, en termes d'alternative par rapport à la dynamique de notre pays. Mais mon observation également porte sur ce qui se passe dans notre pays. L'insécurité a beaucoup déstabilisé la République. À un moment donné, il y a eu lueur d'espoir. Parce qu'effectivement, on venait de laisser un ancien pouvoir, et on a un nouveau pouvoir qui n'avait pas encore fait beaucoup de temps, etc. Et donc, c'est quel pouvoir? Un pouvoir dont le soubassement reste un combat pendant plus de 3 décennies, et cela suscitait véritablement beaucoup d'espérance. Mais voilà, la guerre dans l'Est de notre pays est venue retarder les élans, est venue retarder la productivité. Et cela nous a véritablement beaucoup inquiétés. Et cela constitue pour nous un leitmotiv pour que finalement, tout un chacun s'engage pour relever le défi. Et le vrai défi, c'est l'idée contre la pauvreté de notre peuple. Donc, toutes ces causes structurelles, toutes ces causes profondes n'ont pas permis véritablement qu'on puisse avancer dans le schéma qui a été présenté par le président de la République, celui véritablement de... Mais par la volonté commune et la détermination des uns des autres, on arrivera à sortir certainement de l'auberge. Donc, cela est important d'enfermation. L'année 2025, on n'aura pas à retenir que de pages sombres, mais à côté de ça, il y a aussi des points positifs dont chacun de nous peut tirer bénéfice. Pour vous, par exemple, malgré la guerre, malgré le ralentissement ou on appelle ça comment, les termes appropriés, le ralentissement du tissu économique, la récession économique, vous avez quand même pu tirer les meilleures parties de l'an 2025. Et c'est comme ça que se construisent les sociétés, parce que toute crise doit être en amont du progrès. Il faut interpréter la crise non pas seulement en termes de destruction massive, mais également en termes d'opportunités, des externalités que ça donne pour que finalement on ait une nouvelle vision, un nouveau paradigme, une nouvelle alternative, une nouvelle échelle à monter. Et c'est très important. Cette crise ne doit pas être perçue essentiellement comme un objet de destruction qui crée essentiellement des difficultés. Mais parce que nous avons réussi naturellement à avoir la cartographie de la situation, à tirer un certain nombre de leçons, encore que maintenant, plus que jamais, comme vous l'avez dit, que tout et chacun, comme un seul homme, nous puissions nous engager dans un bon décès, dans une bonne vision, dans une bonne feuille de route, dans un bon agenda stratégique, pour que finalement, on puisse mettre en place des batteries qui méritent d'être mises en branle pour qu'on puisse avancer. Mais si on ne fait pas attention par rapport à toutes ces crises que nous sommes en train véritablement de traverser et qu'on ne veut pas construire une dynamique vers un changement de paradigme pour que nous puissions faire autrement de ce que nous avons déjà pensé faire, et à ce moment-là, ça va perdurer et nous n'aurons pas conscience que ça perdure et les situations vont rester la même et ça risque d'avoir une répercussion négative pour les générations futures. Donc, c'est le lieu et le moment de travailler. De travailler pour identifier les urgences d'aujourd'hui, identifier les urgences de demain et identifier les urgences de la vie. Parce qu'en réalité, lorsqu'on travaille sur des choses ponctuelles, parcellaires, court-termistes, c'est qu'on n'est pas dans une vision long-termiste. Alors, pour avoir la vision long-termiste, il faut construire une dynamique autour des urgences de la vie. Et il n'y a pas d'urgence de la vie si on ne fait pas une sorte de paracérèle entre les urgences d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui, les difficultés de demain, et savoir quelles sont les difficultés qui méritent véritablement d'être engagées pour que finalement on puisse pour que notre peuple trouve son compte. Ça, c'est très important. Il faut que les universités travaillent.
Il faut que les journalistes travaillent. Il faut que la classe politique puisse quitter cette velléité de transhumance professionnelle pour monter des laboratoires de réflexion à l'intérieur des différents partis politiques, dans les quartiers, dans les territoires, dans les villes, compagnie, etc. Nous avons fonctionné à un certain moment. Sincèrement, j'ai dit dans ce parti qui a une expérience de résistance à l'opposition, c'était l'UDPS, compagnie, etc. Il n'y avait aucune structure statutaire ne pouvait exister sans structure informelle qu'on appelait des groupes de réflexion. Et ce sont des groupes de réflexion composés de l'élite politique, de l'élite intellectuelle, etc., qui réfléchissaient sur des questions multisectorielles et qui proposaient des alternatives aux responsables statutaires de prendre des décisions. Et aujourd'hui parlons-en, quelle est la place certainement de l'élite, parce que vous en parlez déjà, et que retenir par exemple de l'année 2025 sur le plan politique, loin de la gouvernance politique, je parle du plan politique, lorsqu'on voit la manière dont la famille ou le famille du chef de l'État se comporte, je vois l'IDPS notamment, avec des guerres de palais entre deux camps, ou encore au sein de l'Union sacrée. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, c'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a clashé le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, en accusant le méthode qu'il juge autocratique, la marche qui s'est soldée par un fiasco sans concertation de membres du Présidium. Est-ce que cette réalité ou ces constats glaciaux aujourd'hui fragilisent un tout petit peu la famille politique du chef de l'État et des gens censés accompagner l'autorité morale de votre parti? Il faut arrêter le débat dans la rue. La gestion d'une société, c'est une question technique. Et la technique ne se négocie pas. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question d'expérience, mais d'habilité technique. Dans la recherche des solutions, il me semble qu'on est en train de véritablement de s'éloigner par rapport à ces contextes. Première chose. Deuxième chose, je voudrais vous tranquilliser pour dire que dans un parti politique, il peut y avoir des contradictions parce que la démocratie elle-même, c'est un droit au désaccord. Quand ça fragilise les partis, c'est une gestion des contradictions. Je vais terminer. Être perçu comme une vitalité démocratique. Et c'est la vitalité démocratique. Mais encore que, il faut prendre conscience de ça pour que ça apporte des éléments additionnels. Pas pour fragiliser, mais c'est pour permettre véritablement un bon bondissement. Il me semble qu'on est encore en train de s'éloigner. Cependant, et ça je voudrais vous rassurer, que dans la psychologie sociale, où l'on traite des questions des groupes et de leur maturité, c'est très clair qu'il y a une crise qu'on appelle la crise d'identité. Lorsqu'un groupe a été créé par un certain nombre de personnes, il n'y a que ces personnes-là qui connaissent les tenants et les aboutissants, les objectifs, les missions, leur agenda stratégique, compagnie. Alors maintenant, lorsque le groupe grandit avec l'adhésion d'autres personnes qui arrivent dans le groupe, etc., il arrivera un temps où les gens qui arrivent s'accommodent et s'acclimatisent avec les groupes pour comprendre les missions, pour comprendre la vision, etc. Et si à un certain moment, les gens qui adhèrent ont presque le même niveau de maturité, ont presque le niveau de copropriétaire, le niveau d'actionnaire, il se crée ce qu'on appelle la crise d'identité. Et la crise d'identité suppose que chacun se sent capable de gérer le parti. Et si chacun doit se sentir capable de gérer le parti, écoute, il peut y avoir des interactions, j'allais dire même des confrontations permanentes et récurrentes. Ce n'est qu'après que cela diminue, s'il y a un bon gestionnaire, s'il y a un bon modérateur, s'il y a quelqu'un qui sait véritablement dégonfler les tensions, gérer les contradictions, et qu'on a canalisé ces contradictions vers le progrès. Et s'il n'y en a pas, on va rester comme ça. Et ce qu'on a assisté véritablement à l'IDPS depuis un certain temps, c'est que, effectivement,
on est dans cette crise d'identité. L'idée, c'est de traverser cette zone de turbulence et donner la possibilité à asseoir une vision commune qui permette véritablement une sorte d'alternance pacifique dans l'accession à des responsabilités. Et ça va venir, mais encore que les gens prennent conscience. Mais comment expliquez-vous un parti qui a plus de 30 ans de lutte dans l'opposition soit confronté à ce problème de crise d'identité? 30 ans d'opposition, c'est 30 ans de combat. Je fais partie de ceux qui ont commencé déjà en 1983. Mais à quel niveau aujourd'hui le problème se situe? Le problème se situe, c'est que 30 ans d'opposition ne signifie pas 30 ans de pouvoir. On a construit une dynamique commune pour qu'on puisse accéder à des responsabilités. Et maintenant, on quitte l'opposition, personne ne pouvait s'en réclamer. Donc la crise vient du fait du pouvoir que vous avez raflé lors des élections de 2018. Non, ce n'est pas seulement ça. Quand on arrive au pouvoir, il faut savoir capitaliser toutes les énergies qui ont contribué naturellement à ce qu'on arrive au pouvoir. Et là, ça nécessite naturellement une très bonne gestion des hommes. Parce que la capacité de gestion humaine est une capacité managériale. S'il y a un problème de gestion des hommes qui se trouvent dans la frustration, qui se trouvent dans des stress et qui se sentent délaissés, marginalisés et qui croient qu'ils ne sont pas bien gérés et qui pensent qu'il y a une sorte d'inégalité construite et professionnalisée, à ce moment-là, il y aura toujours des petits soucis, mais il faut un modérateur, il faut quelqu'un qui non seulement a une éthique sans étiquette, mais une éthique qui est convenable et qui véritablement est en train de prendre en considération, prendre en charge tous ses compatriotes pour construire des dynamiques. C'est comme ça que dans des partis organisés, généralement, il y a un département qui s'occupe de la banque de données de son personnel politique, qui sait identifier il y a combien de journalistes, et les journalistes sont spécialisés, dans quel domaine, compagnie, etc. Il y a combien d'économistes, il y a combien de juristes, il y a combien de communicateurs, de développeurs, d'environnementalistes et compagnie, etc. On a toute une banque de données. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de recruter les hommes et les femmes pour accéder à telle ou telle responsabilité, c'est un critère objectif. À ce moment-là, il y a une offre qui s'élance pour dire nous allons recruter les gens, voilà le quota qui appartient au parti, voilà les hommes pour qui nous avons véritablement besoin. Et les gens qui ne se retrouvent pas dans les critériums évoqués ne vont pas véritablement se présenter. À ce moment-là, ceux qui ont le profil, le background nécessaire par rapport au poste de recrutement vont se présenter. Au fur et à mesure que ça avance, on va penser que ça n'a pas été au rendez-vous au sein de l'UDPS. C'est à construire. Ça reste un défi. Mais si le parti présidentiel qui doit refléter l'image même du chef de l'État est déchiré par une crise d'identité et par de guerre de leadership ou d'intérêt, qu'en est-il alors de ceux qui viennent en cours de mandat? La gestion de contradiction est une gestion normale des institutions, de tout projet de société. Lorsqu'il y a contradiction, ça suppose que, vous l'avez dit, le parti est en ébullition et est un système de vitalité. Ce n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, il faut qu'il y ait un bon gestionnaire. C'est comme ça qu'on dit la démocratie, c'est la gestion des contradictions. C'est qu'on a des dirigeants qui s'intéressent à la question et qui savent véritablement donner la ligne de conduite et infuser une certaine influence par rapport, n'est-ce pas, au cheminement institutionnel. On ne va pas se pleurnicher autour de cette question pour dire, écoutez, l'UDPS, autant d'années, compagnie, etc. C'est la voie obligée. C'est le passage obligé pour qu'on arrive véritablement à dégonfler les tensions et à prendre de l'encensé. Alors maintenant, vous dites le parti lui-même est en difficulté, encore que la crise d'identité, elle est transitoire, ça ne traîne pas, ça se dégonfle et ça se cristallise. C'est le deuxième mandat déjà. Alors en avez-vous conscience? Maintenant, pour ceux qui viennent et qui prennent les trains en cours de route, ils ont un premier exercice, c'est d'abord de consommer
les valeurs qui ont permis à un moment donné l'UDPS d'accéder au pouvoir, de consolider son leadership. Et quand il n'y en a plus, et quand tout le grand cerveau vous acceptez, parce que moi, sont en retrait. J'aime bien réfléchir. Alors maintenant, ils n'ont pas ça. Et ils viennent. Et il y a une notion aujourd'hui qui relève de l'invention de Kaliba, qui est un savant sud Kivu, congolais, avec Edodas Susmanto, qui ont une très grande réputation à travers le monde aujourd'hui à cause de leur nouvelle discipline qui s'appelle la manchémologie. La manchémologie suppose que lorsqu'on veut faire l'évaluation d'une institution, on veut faire l'évaluation d'un individu, il faut savoir comprendre le cheminement de chacun de ces institutions. Si tel individu, chaque individu est marqué souvent par sa géographie, c'est-à-dire son environnement, par son histoire, par son éducation. Et ils avancent plus loin pour dire, en dehors de l'histoire et de l'éducation, il y a ce qu'on appelle le système qui les a utilisés. Chaque individu qui a parcouru des 3-4 systèmes, il est toujours caractérisé par des séquelles de chaque système. Si dans un système, il a connu le vol, il va continuer à voler. Si dans un système, il a connu les mensonges, il a connu la corruption, il a connu la prostitution, il a connu le coulage financier, etc. Ce sont des séquelles, on appelle ça en termes techniques des manquenta ou des manquentum. Et il est caractérisé de ça. Alors maintenant, lorsqu'on change le système, si le nouveau système n'a pas des idées fortes, n'a pas, des garde-fous forts pour réguler le comportement de tous ceux qui viennent adhérer, à ce moment-là, ceux qui viennent adhérer deviennent plus nombreux que ceux qui, véritablement, ont été soumis à cet exercice. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont été soumis à l'exercice seront défavorisés par rapport à ceux qui viennent, qui apportent leur manière de faire les choses pendant plusieurs années et qui permettent aux responsables, ceux qui sont censés être véritablement les animateurs du régime, on va les noyer. Ils ne seront plus ressentis, les valeurs ne seront plus ressenties. Et j'ai l'impression que lorsqu'on regarde la manière où les choses se sont passées à l'Union sacrée, où il y a une transhumance on en a fait profession, et puis tous ces gens-là transportent dans leur dos des séquelles de plusieurs régimes déjà traversés, compagnie, etc. Et donc, aujourd'hui, il devient vraiment difficile de pouvoir changer le comportement des uns et des autres, surtout les structures de dissuasion en souffrent, parce qu'ils sont caractérisés également. Ils sont caractérisés également par le même personnel qui traverse d'une zone à une autre. Et donc, on se trouve dans cette situation-là. Et donc, pourquoi on leur fait confiance? Pourquoi on a besoin d'eux toujours? Est-ce dire qu'à l'IDPS, il n'y a pas d'éminence grise? Il y a une éminence grise. Mais il y a eu un problème de réflexion à la base. Parce que les éminences grises ne peuvent se recruter que lorsqu'on est majoritaire au Parlement. Certes, on est majoritaire, mais on est en proportion de combien? Alors maintenant, en amont, on n'y a pas travaillé pour savoir combien nous avons 145 territoires. Sur les 145 territoires, nous avons 500 députés. OK, dans les 500 députés, l'UDPS devrait s'assigner un objectif pour dire, sur les 500 députés, nous devons avoir, par exemple, 250 députés. Alors maintenant, quelles sont les circonscriptions potentielles, mais capables de nous générer des hommes de grandes capacités qui portent la vision, n'est-ce pas, de la République ou du parti? Alors maintenant, si on fait ce travail en amont pour permettre véritablement d'avoir des chiffres en aval, il me semble qu'on n'aurait pas beaucoup de choses comme ça. Parce que l'Union sacrée, aujourd'hui, on est à plus de 400. Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi il y a des défiances? Pourquoi il y a des méfiances, etc. Où se trouve la cohésion, en fait? On ne pouvait pas parler de la cohésion. Est-ce que cet état de choses fait qu'aujourd'hui, l'IDPS, qui est un parti présidentiel, reste toujours ou soit perçu comme un parti à vocation
opposition? Non, non. On n'est pas à vocation opposition, sinon il n'y aurait pas quelqu'un qui déciderait aujourd'hui. Parce que c'est l'impression que vous donnez même aux affaires de l'État. Non, non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je suis quand même très heureux quand même. Le parti se restructure. De grâce, sincèrement, il faut que le parti accompagne le chef de l'État. Et qu'un certain nombre de propositions viennent du parti. Et que, à l'intérieur du parti, qu'on quitte cette manière de vouloir se préparer un terrain, d'avoir des allégeances et de travailler pour des intérêts individualistes. Là, ça risque de compromettre l'avenir de plusieurs générations. Mais si à l'intérieur du parti, on veut revenir aux normes, les normes s'y posent, et, le respect d'une réglementation. Qu'est-ce que disent nos statuts, que disent nos règlements, que disent nos textes réglementaires. Et si on tient compte de ça, à ce moment-là, on sera plus juste. Mais quand on y met de la corruption, on y met du népotisme, on y met du clientélisme, on y met de l'instrumentalisation, c'est que très clairement, on est loin de construire une dynamique vers la crédibilité et personne n'aura confiance à personne. Voilà. Donc, on a ce défi-là, encore que c'est le Congrès qui puisse véritablement régler un certain nombre de choses. Mais quel Congrès? Avec quels participants? Parce que je vois les gens s'organiser, les gens se décider, se désigner, compagnie, etc. Et donc, on n'est pas loin des gens qui travaillent pour leurs intérêts, mais on n'a pas suffisamment d'hommes qui construisent une dynamique pour que l'IDPS perdure, soit intergénérationnel. Voilà, et j'estime que ce congrès a beaucoup de défis, encore que ce sont les hommes qui vont composer dans les congrès, qui vont faire partie du congrès, qui vont déterminer, encore qu'ils soient sérieux, quoi, pour ne pas faire des petits calculs. Merci beaucoup. Voilà. Pour finir sur ces questions, je voudrais que vous soyez explicite et direct en une minute. À qui incombe l'échec de la marche organisée le week-end dernier par l'Union sacrée? Pour le secrétaire général de l'UDPS, il convient de préciser avec la plus grande clarité que cette activité n'a aucun lien, ni direct ni indirect, avec la popularité ou l'action politique de la haute autorité politique de référence. Et il précise en ces termes qu'il importe de souligner qu'aucune collaboration officielle, aucune décision collective, ni aucun cadre formel de coordination n'ont précédé cette initiative. Dès lors, le résultat, la portée ainsi que les conséquences de cette activité n'engagent ni l'Union sacrée, ni ses organes dirigeants, ni a fortiori la haute autorité politique de référence. Selon vous, à qui incombe cet échec de la marche organisée par l'Union sacrée, famille politique du chef de l'État? Je ne dirais pas échec ou réussite, mais je voudrais poser le principe. Parce que quand vous m'avez invité... Il n'y a pas de l'échec. Oui, il est dit, mais je vais expliquer un peu. Quand vous m'appelez, vous savez que j'ai quand même une dimension technique, et au-delà des dimensions politiques, et je peux nuancer un certain nombre de choses. Oui, allez-y en une minute, simplement. Donc, en une minute, je voudrais vous dire que l'Union sacrée, c'est une plateforme. Ce n'est pas un parti politique. Et la plateforme est composée de partis politiques. C'est une plateforme politique. Et l'option d'organiser une marche doit être l'option d'y discuter entre les différents partis politiques qui composent l'Union sacrée. Et c'est eux qui donnent un mouvement de mobilisation à leurs fidèles. Voilà. Alors, je ne sais pas. J'ai eu l'impression que c'est le secrétaire permanent. Généralement, le secrétaire permanent, il est permanent pour faire circuler l'information, en fait. N'allez pas en dehors des principes. Mais c'est lui qui dirige au quotidien la plateforme. Et diriger au quotidien ne veut pas dire qu'il est le chef de la plateforme. Les chefs de la plateforme, ce sont des partis politiques qui ont un poids politique et qui font partie véritablement de l'Union sacrée. Pourquoi alors il a ses méthodes et même son agenda? Chacun joue sa partition. Et donc, lorsqu'on est dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque,
même les graines pourries viennent germer. Parce que le terrain est très fertile. Est-ce que cette sortie médiatique d'Augustin Kabouya sonne des fissures? Non, mais il s'exprime, c'est un homme politique. Il pense que lui, il est chef d'un parti politique. Il n'a pas été contacté pour ce faire. Ça ne sonne pas les glaces. Moi, je pense qu'il faut que les gens s'expriment par certaines choses. Lorsqu'on ne s'exprime pas, ce n'est pas bon. Et le secrétaire permanent, pour qui j'ai beaucoup de la considération, etc., doit comprendre qu'il fait partie des hommes qui ont une certaine considération au pays, qui ont la présomption du savoir, etc. Les actes doivent être méticuleusement mesurés. C'est très important parce que dans lui, il y a une présomption de pouvoir détenir une certaine lumière pour faire avancer les choses. Mais si il pose des actes qui deviennent incontrôlés au point d'être décriés par la plupart des membres qui font partie véritablement de cette organisation, ça devient un danger public et on sait à qui il faut faire véritablement confiance aujourd'hui dans ce pays. Parce que même l'intellectuel aurait démissionné de ses responsabilités. Merci beaucoup Norbert Yamba pour cette brillante précision quant à cette question soulevée. Et Dorcan, d'ailleurs, se demande, je crois que vous avez la réponse à votre question. Nous allons dérouler les menus pour parler maintenant de cette question cruciale. Nous allons y rester pendant près de 20 minutes, le temps pour nous de rendre l'antenne. On parle de la situation que nous vivons dans l'est du pays, une situation qui a trop duré pendant plus de 30 ans. Des rébellions en répétition. Il y en a eu plusieurs. Et aujourd'hui, on fait face à la renaissance du M23 qui occupe quelques territoires et localités dans l'est du pays, nonobstant la ferme volonté du gouvernement congolais de le mettre hors état de nuire et de parvenir à un règlement de comptes pacifique. Question directe. Le pays, depuis 60, a connu combien de rébellions? Et chaque fois, quelle en était les causes? Merci, cher Gédéon. Je suis venu vraiment parce que je voulais quand même qu'on discute sur des choses qui ne concernaient pas, la couleur de ceci ou de cela, etc. Parce qu'il faut aider notre pays à avancer et les autorités de la République ont besoin de décider. Et justement. D'abord, la première question. On a connu combien de rébellions? Je pense qu'il y a deux types de rébellions que nous avons connues. Les rébellions des années 1960 et la rébellion après les génocides, rwandais. Les rébellions de 1960, ça passe de 1963 à 1965. On a connu les Moulélis, ce qu'on appelait les Simba à l'époque. Après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, ses compagnons se sont révoltés et ils ont voulu redorer le blason, etc. Pourquoi on a assassiné Patrice? Tout simplement parce que Patrice était très regardant par rapport aux richesses de la République et il pensait que les richesses de la République appartiendraient, n'est-ce pas, aux Congolais. Et la guerre froide qui a été mise en place à remplacement de la colonisation faisait que ne pouvait avoir une mainmise sur les richesses de tel ou tel pays que celui qui a le parrainage idéologique. Et nous étions des modérés et nous étions du côté capitaliste, piloté par les Américains. Donc, il fallait disparaître Lumumba, qui était présumé être de l'autre côté communiste, régenté par l'Union soviétique à son temps. Et pourquoi cela? Parce qu'on avait besoin d'avoir accès à nos richesses. À l'époque, il y avait le cuivre, il y avait le coltan, le cobalt et compagnie, toutes nos richesses. Le tableau de Mandeleff l'indique bien. Et pour avoir accès, il faut tuer, il faut prendre. C'est ça la néocolonisation, c'est ça l'impérialisme. Et donc, une rébellion est venue
pour contrecarrer le gouvernement central, qui était la béquille de toute cette puissance d'argent qui occupait véritablement notre pays. Et ça s'est déroulé de 1963 à 1965. Et à 1965, il fallait que ces puissances d'argent anéantissent naturellement les compatriotes congolais qui se sont regroupés au sein du groupe modéliste et compagnie, au sein des Simba, et il fallait mettre fin à cette architecture institutionnelle des 60 à 65 pour remplacer ce qu'on appelle l'Afrique des colonels. Et c'était le tour d'un coup d'État supporté par les puissances d'argent pour avoir un homme fort qui avait la police, l'armée, les services de sécurité, compagnie, etc., et qui devrait dominer sur son peuple et qui était capable de décider même sur les gisements miniers. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a eu des militaires. Et on a fait 32 ans avec le maréchal Mobutu, tant que lui devrait rester travailler pour les puissances d'argent. C'est comme ça que, bon, malgré nous avions du cuivre, malgré nous avions de l'or, cassérite et compagnie, tout le minéral, même l'uranium qui a fait terminer la Deuxième Guerre mondiale et compagnie. Mais écoutez, les choses n'ont pas avancé, les routes n'ont pas été construites. Jusqu'aujourd'hui, quand vous quittez Kinshasa, vous voulez aller à Goma, etc. Il n'y a même pas une route. Oui. Vous quittez Kinshasa pour aller en Bujumbura, il n'y a pas de route. Oui. Et donc, nous sommes restés avec des grands défis parce que les moyens qui étaient les nôtres n'ont pas servi véritablement au peuple congolais. Et vient la fin du régime Mobutu, qui à un moment donné s'est révélé un homme dangereux vis-à-vis de puissance d'argent. Tout simplement parce qu'il a beaucoup gagné par rapport aux puissances. Et les puissances ne veulent pas quelqu'un qui puisse gagner plus et qui doit vous donner. Et si vous commencez à gagner, ils finiront par vous déposséder. Ils construisent la rancune et ils vont vous déposséder. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec le maréchal Mobutu. Et ils ont organisé ce que vous connaissez en 1994 avec le génocide rwandais. On a vu les Rwandais entrer. Mais ceux qui ont fait les génocides sont, n'est-ce pas, les rebelles rwandais qui étaient en Ouganda. Mais écoutez, organiser une guerre, sincèrement, GDO, c'est pas facile. Il faut de l'argent, les munitions, les transports, les carburants, compagnie, etc., le paiement, le solde, la ration. Mais c'est énorme. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a l'argent pour supporter la guerre. Et ce sont les mêmes puissances. Et ce sont des sociétés américaines qui ont soutenu le FPR pour quitter jusqu'au Rwanda. J'ai suivi un savant européen qui disait que les slogans à l'époque du FPR, c'est « Donnez-moi le Rwanda, je vais vous donner le Zaïre ». Le Zaïre, c'est la RDC aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils ont soutenu de front en comble. Vous savez, Abiyarimana est mort, jusqu'alors, la situation n'est pas élucidée et compagnie. C'est qu'il y a une complotation à l'échelle internationale, etc. Voilà. Maintenant, ils ont aidé le FPR, composé pour la plupart des Tutsis, etc., qui ont pris la République du Rwanda. Mais ils ont promis que quand vous nous donnez le Rwanda, nous allons vous donner le Zaïre, le Congo-Kinshasa. Et voilà, deuxième exercice, c'était véritablement de pourchasser Mobutu. Alors maintenant, pour calmer le jeu, comme nous sommes généralement considérés comme des naïfs, nous sommes des bébés sous biberon, chacun est individualiste, et pourtant on nous entraînait en sociologie que non, les Africains sont solidaires et les Occidentaux sont solitaires. Je croyais que nous, on était plus solidaires que les Occidentaux. Malheureusement, on a telle ou telle responsabilité. Et donc, on tombe dans la solitude. Et plus grave, les Occidentaux sont organisés dans la solitude. Et il y a une répartition presque équitable. Et voilà, ils ont, pour des raisons de pourchasser les ex-armées rwandaises, on appelle les ex-phares, pour pourchasser les Iteramouins, ça c'est la raison visible, etc. Et voilà, donc, ils ont attaqué les Kivu. Et puis, ça s'est généralisé jusqu'à ce qu'il fallait faire partir Mobutu pour les remplacer par quelqu'un qui aussi devrait s'occuper du Congo-Kinshasa. Croyez-moi,
Et donc, ils devraient se battre pour avoir les ressources naturelles, déjà dans les années 60. Aujourd'hui, après 94, en 1996 à 97, il y avait une première rébellion, dont on dit la cause, c'est donc permettre, n'est-ce pas, la réintégration de Tutsis, se battre pour permettre aux Tutsis aussi d'être reconnus comme tels, donc les revendications, permettre pour qu'on chasse, n'est-ce pas, les ex-armées rwandaises, etc. Ça, ce sont des causes qui sont mises au devant de la scène. Mais il y a des causes sérieuses. Les causes sérieuses, c'est que les Rwandais devraient répondre, n'est-ce pas, aux promesses qu'il avait données lorsqu'on l'a aidé de quitter l'Ouganda jusque dans son pays. Donnez-moi les Rwandais, je vous donnerai le Zaïre. Et donner le Zaïre suppose qu'on doit donner le cobalt, on doit donner le coltan, on doit donner le nobium, on doit donner l'or, cassiterite, etc. Voilà. Et donc, la raison fondamentale, c'est l'accès aux minéraux. Les mêmes sociétés qui ont aidé l'FPR de prendre le pouvoir, les mêmes sociétés ont aidé Laurent Kabila d'arriver. Et Laurent Kabila a laissé libre cours à ces gens de prendre. Mais à un moment donné, il a dit ça doit s'arrêter. Et quand il a dit que ça doit s'arrêter, voilà, on a décidé et ça mort. Mais on a l'impression que de 2000 ans à nos jours, le pays a connu plus de rébellions qu'avant. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Voilà. Après 96-97, la deuxième rébellion, c'est de 1998 à 2003. 2003, oui. Voilà, c'est ça la rébellion. La première, c'était AFDL, Alliance des forces démocratiques du Congo. Et puis la deuxième, c'est avec le RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie, etc. Et ça a duré longtemps, parce que c'est de 1998, le 2 août, jusqu'à la signature des accords en 2000, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en 2003. Alors, après, ils sont restés, mais il y a eu toujours les mêmes puissances, parce que le problème, c'est... Les mêmes multinationales. Oui, le problème, c'est que ces multinationales ont besoin de continuer à avoir accès aux ressources. Et ils ont monté une stratégie où tout le temps, ils peuvent revenir. Ils ont même décidé qu'à un moment donné, il faut diviser le Congo. Il faut saucissonner le Congo. C'est ce que les gens appellent balkaniser. C'est comme ça que lorsqu'on a fait, on a tenu compte des résolutions de 2003, avec le dialogue intercongolais, etc. Il y a un groupe, des gens qui étaient du RCD et qui n'ont pas accepté, naturellement, d'adhérer au processus. La logique oblige qu'ils puissent véritablement se créer une masse populaire dans un endroit où ils souhaiteraient. Et c'est comme ça qu'en 2006, il y a une nouvelle rébellion, de 2006 en 2009, téléguidée naturellement par CNDP, toujours le RCD qui se transforme en CNDP, le Congrès national, et qui est dirigé cette fois-là par Laurent Nkunda. Toujours avoir accès, n'est-ce pas, aux ressources. Et vous savez qu'au Nord Kivu, en dehors de coltan, dont on a 80% des réserves mondiales, mais nous avons le nobium. Et vous savez que le nobium est utilisé dans la fabrication de fusées. Le coût d'investissement de fusées aux États-Unis, ça va de 10 à 14 milliards de dollars. Et donc, le nobium, on le retrouve en Rutshuru à grande quantité. Et toutes ces rébellions ont-elles ont-elles un dénominateur commun? Ou toutes ces rébellions peuvent-elles avoir un dénominateur commun? Le dénominateur commun, ce sont des ressources. Je vous dis, voilà, parce que vous avez dit, comment expliquer en 2009, on a signé un accord, et puis finalement, en 2012, 2013, il y a encore la guerre avec M23. Voilà. Et puis, en 2021, résurgence du M23, jusqu'à aujourd'hui.
Qu'est-ce qui explique ça? Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, étant donné que qu'est-ce qui explique cela? Vous pouvez faire mieux de répondre à la question. Est-ce des accords fragiles ou nous n'avons pas encore la capacité de résoudre de manière définitive et clanique la situation? On n'a pas encore fait un vrai diagnostic. Parce que s'il y a eu 2012-2013, s'il y a eu M23, une partie intégrée et une autre partie répartie, etc., c'est que très clairement, il y a un problème de richesse. Ce sont les multinationales qui alimentent la guerre. Aujourd'hui, on a plus de 200 groupes armés à l'Est. Il y a les natifs, les autochtones, etc., qui créent des groupes justement pour s'auto-défendre. Mais aussi, il y a un problème d'accès aux ressources. Accès aux ressources parce qu'avec le manque d'emploi, avec la pauvreté, compagnie, etc., les gens trouvent un refuge économique en étant dans les différents sites miniers, compagnie, etc., et ils exploitent. Et comme il y a des acheteurs qui sont basés au Rwanda, et on fait traverser véritablement ces ressources au Rwanda, et ça alimente la guerre, parce qu'en fait, les mêmes qui font la guerre sont alimentés par les ressources ici de la guerre. Alors maintenant, tant qu'on n'aura pas pris solution sur la question économique qui aujourd'hui est une question qui a une imbrication incidentielle sur d'autres questions, on est en train d'ethniciser les conflits, mais ce n'est pas un conflit ethnique. C'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit ethnicisé. Justement pour tromper la vigilance des gens pour qu'on dise, voilà, il y a les Hutus, il y a les Tutsis, il y a les Bendé. Particulier au Congo. Non, il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'il y a des petits soucis, etc. Et c'est question de faire une sorte de régulation communautaire pour qu'on y arrive. Mais ça ne peut pas faire l'objet de guerres récurrentes et permanentes. Vous voyez? Et donc, il y a des gens derrière qui veulent à tout prix avoir accès à nos richesses. Et ils se recrutent parmi les puissances d'argent, en commençant par la première puissance. Vous voyez? Et ce sont ces éléments-là. Parce qu'en fait, il y a combien de milliardaires aux États-Unis? Plus de 2 milliards, 2 millions de milliardaires, 2000 milliardaires. Oui, et tous, ils veulent véritablement faire les choses. Et comme l'Afrique, c'est un refuge pour tout. On a donné le bassin du Congo à toutes ces puissances d'argent qui ont été à la conférence de Berlin. Chacun veut tirer au maximum profit d'un endroit du Congo. Et donc, on se trouve dans cette situation. Alors maintenant... Est-ce qu'il y a eu des rébellions qui avaient une forte ampleur que les autres? Par exemple, la rébellion de l'AFDEL, est-ce qu'elle avait une telle ampleur qu'elle n'a aujourd'hui, par exemple, l'M23, depuis sa résurgence? L'AFDEL a fait combien? Une année. C'est de 96 à 97. Et il a trouvé par une opposition interne qui avait construit ses racines, c'était l'IDPS, et qui a véritablement déstabilisé, déboulonné les racines dictatoriales. Et que la population suffisamment popularisée, j'allais dire suffisamment sensibilisée autour des méfaits de la dictature, etc., a adhéré. Et ils n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire, il n'y a pas eu autant de morts comme on a vécu aujourd'hui, etc. Donc avec la situation de 1998 à 2003, etc., il y a eu aussi l'ampleur de la rébellion avec l'AFDEL, c'était la faiblesse du régime opposée à la rébellion du M23 aujourd'hui. Est-ce la faiblesse ou la force du régime actuel? Les deux. Parmi les causes structurelles, les causes profondes de la déliquescence de l'État, c'est la faiblesse des institutions. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, lorsqu'on ne diagnostique pas la faiblesse des institutions, c'est ce qui a une implication sur les autres secteurs. À cause de la faiblesse des institutions, vous voyez, les renseignements, vous voyez, la régulation au niveau des frontières, vous voyez, les autorités territoriales, les responsabilités, tous les combats contre la pauvreté, etc. La réinsertion des jeunes qui sont en situation de détresse, la création des emplois, compagnie, etc. Ça, c'est de la responsabilité de l'État dans ses prérogatives institutionnelles. Vous voyez, et donc cette faiblesse a permis à donner libre cours, naturellement,
à beaucoup de phénomènes de s'exploser. Et donc, nous devenons un pays en vecteur d'explosion sociale. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, à chaque rébellion, la base basique, c'est la faiblesse de l'État. Il faut arriver, compter, nous avons plus de 9000 kilomètres de frontières avec nos voisins. Et puis, il y a combien de kilomètres sont bornés? Il y a combien de kilomètres bornés? Même pas 1000. Vous voyez? Et alors, c'est fluide, c'est perméable, etc. Donc, dans toutes les rébellions, il nous faut établir la responsabilité des institutions. Oui, bien entendu, parce que cette faiblesse-là devient un terrain fertile, même pour les graines pourries viennent germer. C'est ça. Et donc, la force, c'est justement d'avoir... La force et la faiblesse. Oui, la force, c'est... la faiblesse, on l'a vu, hein, ce sont des causes structurelles liées quand le militaire ne reçoit pas pour manger, quand le militaire n'a pas son sol. Comment vous le voquez ça? Quand il n'a pas l'uniforme, quand ses enfants qui restent et sa femme ne sont pas bien entretenus, quand il est mal logé et compagnie, etc. On a connu ce phénomène. Il faut restaurer ça. Et j'avais suivi à un moment le président dire qu'il va requinquer tous les services de sécurité et compagnie, y compris l'ANER, parce que même à ce niveau-là, le paiement, c'est toujours un problème, compagnie, etc. Voilà. Parce que vous parlez de la faiblesse des institutions étatiques, de faiblesse structurelle qu'il faut corriger pour donner plus d'impulsion à l'appareil de l'État. Est-ce qu'une rébellion peut-elle muer en une révolution? Si oui, quand? Non, une rébellion a des revendications claires. Des revendications claires, mais il y a aussi des revendications camouflées. C'est très important. Mais une révolution, c'est table rase. Est-ce qu'on en a connu du genre? Pas encore. Pas encore. Mais l'AFDEL s'était dit être un mouvement révolutionnaire. Est-ce que l'AFDEL n'avait rien de révolutionnaire dans son schéma ou dans son agenda stratégique? Dans son agenda, l'AFDEL peut avoir la qualité de réformateur. Okay. L'AFDEL avait la vision de réformer la République, pas la révolution. Parce que vous avez suivi, quand Mouzé vous dit la révolution, pardon, c'est que très clairement, on a voulu associer même deux gens qui étaient dans l'autre régime ensemble. Aujourd'hui, le président Tshisekedi en souffre parce qu'en force d'associer, chacun vient avec son venin pour aggraver la situation déjà précaire. Vous voyez? Et donc, c'était de la réforme. Et cette réforme a poussé à sa mort. Vous voyez? Maintenant, quand vous faites une réforme, c'est une question technique. Et une question technique ne peut pas être trimballée sur base d'une déclaration politique. Ah non. Donc jamais une rébellion ne peut muer en une révolution. Bon, une révolution, une rébellion peut devenir une révolution lorsqu'elle dépasse ses revendications primaires. Et qu'elle visualise les problématiques qui sont récurrentes dans la société. Et elle propose une offre politique, un projet politique dans un horizon politique. Or, ici, nous n'avons ni l'offre, parce que même l'AFDEL ne nous a pas montré quelle était son offre. Nous avons connu les déclarations du président Mouzé Laurent Kabila ici, surtout lorsqu'il voulait que le peuple s'organise, qui est un point très fort, parce que ça ne donne pas. Maintenant, il fallait que l'élite politique s'approprie véritablement de ça et essaie de réfléchir pour matérialiser physiquement ce dont il est question. Il me semble que tel n'a pas été le cas. Et donc, on a continué à des réformes qui n'ont pas pris feu, qui n'ont pas pris l'ont fait et qui, visiblement, ont restauré encore une corruption à l'instar de l'ancien régime. Et on assiste à cette succession qui n'est ni réformatrice, ni révolutionnaire. Est-ce que peut-on être ou peut-on s'appeler révolutionnaire en prenant les armes, en tuant le fils du pays et surtout en étant la solde
des puissances obscures. Non, la révolution passe par l'autonomie des pensées, L'autonomie des pensées. l'autonomie d'action, L'action. l'affirmation de son leadership OK. et la construction naturellement de moyens qui permettent la révolution d'avancer. Répétez cela pour la meilleure compréhension. Et donc, de notre je voulais dire que la révolution passe par l'autonomie des pensées, Mhm. l'autonomie d'action, l'affirmation de son leadership, la mise en commun des moyens d'action et le reste n'est que vient se greffer. C'est greffé sur la base basique de ces éléments que je viens de citer. Alors maintenant, comment pouvez-vous vous considérer comme révolutionnaire si vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une question de sécurité, vous avez besoin, qui est un attribut de souveraineté. Vous avez vous invité, je ne sais pas, telle ou telle personne, etc. Voilà, au moment où vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez la NER, vous avez la DGM, vous avez les GTR, vous avez tous ces services de sécurité, le cours et tribunaux, compagnie, etc. Et donc, vous avez ces outils, n'est-ce pas, qui vous permettent de travailler. Alors maintenant, si ces outils deviennent incapables de pouvoir répondre à leurs préoccupations, à ce moment-là, il faut y retravailler, il faut requinquer, il faut donner des moyens, il faut construire une dynamique autour d'une nouvelle mentalité qui construit un nouveau paradigme, etc. Et ça nécessite de l'animation. Mais lorsque on se dit, ben écoute, nous faisons la révolution, nous nous referons du Rwanda et nous pouvons prendre le pays, etc., nous allons construire le pays. Non, le problème, vous m'avez posé la question de dire, quel est le problème, le principal problème qui entraîne toutes ces rébellions? Les dénominateurs communs. Et alors, moi, je vous ai dit, c'est un problème économique. Mhm. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui a résolu les problèmes économiques? Est-ce qu'à l'interne, par notre volonté commune, avons-nous déjà réussi à se défaire d'une ou de quelques rébellions déjà? C'est de faire les moulélistes. Au regard des accords tels que signés, parce qu'on a parlé tout à l'heure des accords fragiles, et c'était le cas, est-ce que véritablement ou militairement, avons-nous réussi à se défaire de quelques rébellions? Oui, mais à un moment donné, on a réussi à 63, 65, 64 avec la rébellion mouléliste et compagnie. Il y a eu des négociations, et puis bon, voilà. L'Occident a estimé qu'il fallait continuer à travers un militaire pour continuer à prendre de richesses et compagnie. Bon, de 1994 jusqu'à aujourd'hui, il y a une stratégie, il y a un agenda qui était dans un processus de repositionnement, parce que l'idée, c'est qu'on veut faire avec nous comme on a fait avec les Sud-Soudan. Les Sud-Soudan, les puissances d'argent ont montré qu'ils étaient d'accord avec les Sud-Soudanais qui étaient maltraités par les nordistes et compagnie, etc. Et pourtant, leur souci, c'était de prendre le pétrole. Et alors maintenant, dès qu'on a séparé les Soudans du Nord, les Soudans du Sud, eh bien, écoute, ils ont organisé encore, n'est-ce pas, des fils, des compatriotes du Sud-Soudan, etc., qui se battent à longueur de journée, et ils continuent à pomper véritablement le pétrole. Aujourd'hui, chez nous, la situation s'aggrave, parce qu'au-delà du coltan, dont nous avons 80% des réserves, nous avons le nobium. Je vous ai dit, il faut fabriquer les satellites et les fusées. Mais aujourd'hui, on a découvert le thorium, qui est même plus cher que si l'on ne fait rien, la guerre va continuer. Eh bien, il faut chercher une solution qui s'éloigne de la dissidence émotionnelle. Une solution qui peut faire très mal, mais une solution, sincèrement, qui tient compte des intérêts des uns des autres. Parce que nous sommes dans une guerre de convergence d'intérêts. Convergence à l'échelle internationale, convergence à l'échelle de la sous-région et convergence à l'interne. Alors maintenant, il faut un package qui tient compte de tous ces intérêts. Si on ne veut pas, encore que les dénominateurs communs, c'est les questions économiques. Il faut donc aller, comme vous avez vu les efforts qui ont été faits à Washington, là où on doit aller à des projets fédérateurs, des projets intégrateurs. Mais il faut être vigilant. Intégrateur. Mais alors, on a plusieurs coactionnaires.
autour d'un projet donné. Et on se répartit les dividendes. Ça, on en a besoin. Et au niveau de la sous-région, il faut faire comme la CPGL à l'époque, l'intégration régionale. J'étais à Bukavu plusieurs années. Mais avec qui composait la... J'ai dit qu'il faut dégonfler les émotions toxiques. Il faut se faire du mal parce que si on dit tel, parce qu'il a telle étiquette, etc., on n'avancera pas. Parce que le problème va garder tout son poids. Je m'excuse beaucoup, mais c'est difficile que les gens comprennent un peu la portée de mon raisonnement. J'ai dit que... C'est là le choc thérapeutique qu'il faut proposer. S'il n'y a pas une solution économique qui tient compte des différents belligérants, je vous dis, voilà, ça ne va pas s'arrêter. On va trouver une solution partielle et ça va rebondir. On va trouver une solution partielle et ça va rebondir. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec la transition énergétique, l'Occident est en train de travailler. Il y en a même ceux qui sont décidés justement pour nous réoccuper. Et nous devons être plus intelligents, construire une dynamique autour de l'intelligence institutionnelle, créer, n'est-ce pas, une sorte de coordination interinstitutionnelle, interpays. Nous sommes en train d'envisager de travailler en perspective de l'année 2063 en Afrique. Nous sommes très fragiles parce que nous opérons de manière isolationniste. Nous avons besoin que l'Afrique puisse construire un État fédéral, mais nous avons besoin également qu'au travers de régions, à travers des sous-régions, que l'on puisse construire une dynamique d'interaction. Et si on ne veut pas comprendre qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse, qui changent de frontières. Si on se met dans cette vision, on dit parce qu'il s'appelle tel, on ne peut pas. À ce moment-là, c'est dangereux. Et non seulement tenir compte de vos tours internationaux, tenir compte de la sous-région, parce que tous ces pays de la sous-région, surtout en Afrique centrale, ils vivent en proportion de 50% des revenus du Congo. Mais il faut tenir également des revendications à l'interne. Des revendications à l'interne qui, visiblement, sont fondamentalement politiques. Et tous ces éléments faisant combine vont permettre véritablement une décrispation politique et une dédramatisation des relations, de l'atmosphère politique. Très bien, très bien, très bien, très bien, et c'est bien dit. On n'aura pas réussi à efficher toute la thématique. Nous pensons vous revenir dans les jours à venir pour une émission beaucoup plus élaborée, pour continuer à creuser la thématique, cause des rébellions, leur genèse, apogée, extinction et les chocs thérapeutiques qu'il faille proposer pour que nous puissions sortir de la situation. Merci de votre présence, Norbert Yamba-Yamba. Vous êtes leader spirituel. Non, je ne suis pas leader spirituel, je suis panafricaniste. Je suis panafricaniste. Vous croyez aussi aux ancêtres? Je crois aux ancêtres, la dimension spirituelle qu'il faut restaurer dans une sorte de génie propre. Et ça, c'est l'inspiration des ancêtres dans le village méritant. Donc, je suis en connexion. Vous êtes en connexion. Bien entendu. Merci beaucoup. Vous êtes panafricaniste. Et avec toute votre énergie, nous pensons vous retrouver très très prochainement. Mes voeux le meilleur pour 2026 déjà. En tout cas, merci beaucoup. Mes voeux le meilleur. Je salue mon fils Trefo Yamba-Yamba qui venait de fêter son anniversaire hier. Oh là là. Coup de chapeau. Il faut suivre papa. Merci beaucoup. Ça n'arrive pas tous les jours dans la vie d'avoir un parent. Oui. Et surtout un parent qui est présent. Présent et intègre. Présent et intègre. Oui. Il n'y en a pas assez. Allez, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très très prochainement avec le même plaisir, avec toute la grande équipe qui m'a aidé d'arriver chez vous. Allez, prenez soin de vous et surtout prenez soin de ce que vous mettez dans votre cerveau et dans votre corps. Et pour ce faire, il faut donc faire le choix des émissions du genre, consommer, écouter, réécouter, commenter, partager notre vidéo à vos contacts. Cette force, on en a besoin à ce moment. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.